Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 159e épisode de Finances fondamentales. Un épisode un peu plus court, je pense, aujourd'hui. Des fois, je déroge de ma fiche de lecture, mais je parle d'investissement indiciel. Est-ce que ça serait un danger? Donc, j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent. Je ne me rappelle plus lequel. C'est peut-être un épisode des abonnés. Mais bref, je pars d'un épisode de Rational Reminder numéro 332 que j'ai écouté sur la route vers Québec, qui a été publié en 2024. Donc, il s'appelait « How concerned should we be about index funds ?» Donc, est-ce qu'on devrait être concerné par les FNB indiciels? Donc, pour moi, c'est un sujet quand même fascinant, peut-être un peu controversé, parce qu'il y en a qui disent « Ben non, tu battras jamais le marché si dans des FNB indiciels. » Mais moi, ça me fascine parce que j'ai hâte de voir c'est quoi les arguments pour dire qu'on devrait être inquiet des fonds indiciels. Première affaire qui était discutée dans l'épisode, c'était l'impact de la volatilité là, sur les retraits. Donc, lorsqu'on retire de l'argent d'un portefeuille là, en période de volatilité, la vente d'actifs à prix plus bas va augmenter les pertes. Donc, si vous vendez lors d'un crash boursier, vous comprenez que vous vendez plus bas que le prix que pourrait valoir votre action. Ils disent que ce phénomène-là est particulièrement préoccupant pour ceux qui sont à la retraite, qui vont dépendre de leur placement pour générer des revenus. Donc, traditionnellement, le passage des actions aux obligations avec l'âge va permettre d'assurer une plus grande certitude de l'argent que vous allez recevoir lorsque vous retirez. Mais pourtant, aux États-Unis, les gens de ce podcast-là disaient que les retraités détiennent aujourd'hui une proportion plus élevée d'actions que jamais, ce qui les expose davantage aux fluctuations du marché. Par exemple, en 1980, les ménages retraités détenaient en moyenne 30 de leur portefeuille en actions, alors qu'aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 50 Et ça, c'est dû à cause des FNB indiciels. À cause que ces FNB-là existent, c'est plus facile de suivre les indices et d'avoir un peu plus d'actions dans son portefeuille. Je me positionne tout de suite sur ce point-là. Est-ce que c'est négatif? J'écoute même des vidéos maintenant qui disent qu'il faudrait être 100% action à la retraite. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. On se rappelle l'épisode de Ben Félix qui est justement sur le podcast Rational Reminder, disait que le portefeuille 60% actions internationales et 40% obligations canadiennes était le portefeuille le plus stable pour la retraite. Par contre, le même Ben Félix, comme j'ai déjà dit dans les épisodes précédents, suggère maintenant qu'un 100% action, si on est capable de tolérer la volatilité boursière, serait peut-être plus gagnant à long terme que le portefeuille 60-40. Dans tous les cas, on dit que les gens semblent avoir de plus en plus d'actions dans leur portefeuille. Pour moi, même si c'est un inconvénient quand tu retires ton argent à la retraite, je pense que c'est mieux avoir 50% d'actions que 30%. Par contre, bien sûr, ça dépend de votre profil d'investisseur comme à chaque fois. Deuxième chose qui est discutée dans cet épisode-là de Rational Reminder, c'est les risques de crash obligataire et des actions. Donc, Crash Bandicoot, pour ceux qui jouent à PlayStation quand ils étaient jeunes. Anyway, il y a plusieurs experts, là, selon les podcasteurs, qui estiment qu'une correction, les podcasteurs de Rational Reminder, là, pas les podcasteurs en général, qui estiment qu'une correction des actions là, de 15 à 50% dans la prochaine décennie est plausible. Cette situation-là est augmentée là, par le niveau d'endettement des États-Unis puis l'augmentation continue des déficits qui remettent un peu en question là, la stabilité des obligations souveraines des pays. Il y a certains analystes qui vont jusqu'à considérer qu'un krach obligataire majeur pourrait être aussi probable qu'un krach boursier. Donc, autant les actions que les obligations, selon certains experts, pourraient subir des krachs. Par contre, l'histoire financière montre que les obligations ont connu aussi par le passé des périodes prolongées de pertes, ce qui suggère qu'aucun actif n'est totalement à l'abri. Par exemple, dans les années 70, les obligations d'État américaines ont subi une perte réelle de pouvoir d'achat de plus de 50% en raison de l'inflation. Et le problème, on y arrive avec les FNB indiciels, c'est le troisième élément discuté, c'est la perception de la sécurité et l'effet de masse. Donc, l'une des tendances récentes et plus marquantes, là, c'est la perception croissante des actions comme un investissement sûr
un petit peu ce que je viens de dire dans le premier point, que moi, je pense que 50% actions, c'est plus que 30% actions, mais il y a comme une perception générale que les actions vont toujours croître, puis c'est un investissement peut-être plus sûr qu'on pense, ce qui contribue, selon les animateurs, à des niveaux de valorisation très élevés sur les marchés boursiers. Cette vision-là est largement influencée, selon eux, par l'essor des fonds indiciels qui vont canaliser l'épargne des retraites vers vers le marché des actions, sans une véritable analyse fondamentale des entreprises qui sont sous-jacentes. Pourtant, c'est essentiel de se rappeler qu'investir en bourse comporte toujours un risque et qu'il ne s'agit pas simplement d'une forme d'épargne garantie. Les auteurs finissent ce point-là en disant qu'un exemple marquant, c'est la bulle technologique. Je dis les auteurs, là. Chaque fois que je vais dire auteur, dites-vous dans votre tête animateur de podcast. Rational Reminder, c'est un podcast, c'est pas un livre, mais je suis trop habitué de dire auteur. Bref, il donne l'exemple de la bulle technologique des années 2000 où il y a plusieurs investisseurs particuliers qui ont cru en fait à tort que les actions technologiques, c'était un placement sûr avant de voir leur investissement chuter parfois de plus de 80%. Mais pourquoi il y a peu de chercheurs et de gestionnaires qui s'inquiètent des fonds indiciels si ça entraîne un effet de masse puis ça augmente le niveau de valorisation des titres au-delà de leur valeur fondamentale? Donc, c'est la quatrième question que se sont posées les animateurs. Ils disent que la manière dont la question d'investissement passif est posée va fortement influencer les réponses des experts et des gestionnaires. Il y a certains d'entre eux qui estiment que les marchés et les régulateurs vont savoir adapter leur stratégie pour limiter les effets qu'ils appellent pervers là, de cette tendance-là vers l'investissement passif. Il y en a d'autres, en revanche, qui considèrent que le cadre juridique actuel favorise trop l'investissement passif, ce qui empêche une correction naturelle des déséquilibres de marché. Donc, en gros, il y en a qui disent « ça va se régler tout seul » et il y en a d'autres qui disent « au contraire, c'est trop avantageux actuellement pour la masse d'investir dans des FNB indiciels. » Donc, il y a certains titres qui augmentent à cause qu'ils sont dans certains indices, alors qu'ils ne devraient pas augmenter. Et il n'y a plus assez d'investisseurs particuliers pour équilibrer ce jeu-là, pour faire descendre ces titres-là à l'intérieur de l'indice. 16 jours avant Noël. Puis là, tu commences à capoter parce que tu n'as pas encore trouvé le cadeau idéal pour ton neveu ou ta nièce qui veut devenir millionnaire. Tu sais, l'ado qui gosse ses parents parce qu'il se traîne les pieds, mais que toi, tu apprécies beaucoup parce que tu le vois pas trop souvent, et tu veux qu'il réalise son rêve de devenir millionnaire avant 25 ans grâce aux revenus passifs. Mais si tu écoutes le podcast, et surtout si tu as lu mon livre Finances fondamentales, ton guide vers la liberté financière, tu pourras lui dire que c'est pas si réaliste de devenir millionnaire avant 25 ans, sauf s'il se lance sa business. Donc, s'il veut le faire en bourse avec des revenus passifs, dis-lui de lire mon livre, donc tu vas devoir lui offrir en cadeau à Noël, et il va apprendre que la patience rapporte plus que les side hustles douteux qu'il veut faire avec les vidéos TikTok ou Instagram. Finances fondamentales, c'est le livre qui transforme des likes en dividendes. Et il est disponible à 27,95 partout, sauf sur TikTok. Joyeux Noël! Roy Lévesque et Associés, c'est un cabinet de services financiers familier de troisième génération établi à Magog qui accompagne des familles partout au Québec depuis plus de 60 ans dans la gestion de leur patrimoine. Ce qui est vraiment unique chez eux, c'est leur approche axée sur la confiance et le relationnel dans laquelle chaque famille a une stratégie sur mesure. C'est justement avec Simon-Pierre Gingras, qui est conseiller en sécurité financière chez Roy Lévesque et Associés et actionnaire de la firme, que j'ai fait affaire pour l'assurance vie de mes filles parce qu'il détient le titre de professionnel agréé du Infinite Banking acquis directement à l'Institut Nelson Nash. J'ai consulté 3 experts pour mettre en place cette stratégie-là et j'ai choisi Simon-Pierre pour son efficacité et son intégrité. Il n'a pas niaisé en essayant de me vendre 2,2 millions d'assurances pour mes filles en plus de m'en offrir pour mes oncles et mes tantes. Il est parti du budget que je lui avais dit pour m'offrir un produit sur mesure qui répondait réellement à mes besoins. Donc que ce soit pour la gestion de vos investissements ou votre planification fiscale, quand Simon-Pierre travaille avec vous, c'est pour vous offrir la meilleure solution après avoir bien analysé votre situation. Si vous cherchez des partenaires pour vous aider à bâtir un avenir solide pour vous et votre famille, je vous encourage à contacter Roy Lévesque et Associés en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Il se questionne ensuite sur l'effet des FNB à levier et la mauvaise allocation des capitaux dans ces FNB-là. Donc, il dit qu'il y a un essor, là. En fait, ils disent qu'il y a un essor des FNB à levier, notamment ceux qui offrent une exposition là, 2 fois supérieure aux variations d'une action ou d'un indice populaire. Et ça peut créer un effet de levier extrême sur la capitalisation boursière de certaines entreprises. Et j'ai une petite anecdote. J'ai un ami que je nomme pas, que je joue au tennis de temps en temps avec, puis il a appris que j'avais le podcast et tout ça. Puis après plusieurs années, en fait, depuis 2 ans, il me parle pas trop d'argent. Puis là, il me dit hey, j'aimerais ça qu'on se rencontre pour jaser. En fait, on a eu un feu
avec des amis à un chalet qu'on a parlé de finances, d'investissement. Puis il m'a écrit après, il m'a dit « Hey, j'aimerais ça qu'on puisse se jaser. » Puis c'est tombé sous le silence. Puis là, ça arrive de temps en temps. Ça, les gens m'écrivent. Puis moi, je les relance pas. Là, je cours pas après le monde pour les aider. Mais je leur dis « Tu me payes une bonne bière, on s'assoit 2-3 heures le soir, puis on règle tes affaires, ça me fait plaisir. » Puis les gens me reviennent pas habituellement. Ou, la moitié du monde me reviennent, l'autre non. Mais il m'est revenu quelques semaines après. Il m'a dit « T'es-tu disponible jeudi? » Donc il est venu. Puis il m'a dit « Hey, j'ai transféré mes affaires sur un compte de courtage, tatatac. » Puis là, il dit, je me suis acheté une action avec 700-800$ juste pour voir comment fonctionne la plateforme, mais j'attendais de te parler pour choisir les FNB, tout ça. Fait que là, on s'assoit, puis là, il dit, ben moi, qu'est-ce que tu as acheté? Il avait acheté un FNB canadien sur l'or, leveragé 3 fois. Donc, si, on va dire, le titre montait de 10$, son action montait de 30$. Donc, leveragé 3 fois. Puis il a été chanceux. Au moment où je l'ai rencontré, son FNB a fait 27% comme en une semaine. Là. C'était le bout où l'or allait bien, là, on va dire. Elle va peut-être encore bien. Je ne sais pas au moment qu'est-ce qui va se passer entre l'enregistrement et la diffusion d'épisodes. Mais en gros, son premier FNB qu'il a acheté dans sa vie, c'est un FNB spécifique à l'or, leveragé 3 fois. Fait que, tu sais, quand on dit qu'il y a l'essor de ces ETF-là, puis sa stratégie, là, je déroge un peu du point, là, mais sa stratégie, ça a été une de mes premières stratégies avant de m'éduquer financièrement. Il a mis en ordre décroissant les FNB qui existaient, puis il a dit, ben lui qui a fait le meilleur rendement sur 10 ans, c'est celle-là. Fait qu'il a acheté celle-là. Il s'est dit, ben c'est le meilleur sur 10 ans. Mais j'ai dit, quand tu creuses un peu les données, ben tu te rends compte qu'il n'a rien fait pendant 9 ans, puis il a fait 260% cette année à date. Fait que, tu sais, le meilleur rendement, je pense, c'est du 27% sur 10 ans. Là. Il vient presque totalement de cette année. Puis tu as déjà perdu ce rendement-là, probablement qui a déjà été fait, ou peut-être qu'il va en faire d'autres, on ne le sait jamais. Là. J'ai pas de boule de cristal. Mais bref, c'était juste, ça me faisait penser à ça quand on parlait de FNB à effet de levier. Donc, il dit justement que le cash flow d'investissement là, des grandes capitalisations vers les FNB passifs vont souvent privilégier des entreprises, des plus grosses entreprises aux dépens de plus petites qui, eux, vont avoir de la misère à attirer du capital. Donc, cette dynamique-là, qui est exacerbée là, par les FNB à effet de levier, va créer un peu un cercle vicieux dans l'économie, va fragiliser la croissance des entreprises qui peuvent être innovantes, mais qui sont plus petites, et à terme, ça peut nuire à la performance des investisseurs à long terme. Donc, il nomme un exemple là, qui est l'impact des flux de trésorerie, on va dire du cash flow passif sur Tesla. Donc, au moment où l'épisode de Rational Reminder avait été publié, il disait que la valeur de Tesla avait été propulsée en partie par son intégration à l'époque dans le SP500 en 2020 et ça avait attiré automatiquement des milliards de dollars d'investissement des FNB passifs, alors que avant son introduction en bourse et après son introduction en bourse, c'est la même compagnie. C'est juste qu'elle est rentrée dans l'indice. Donc, ça démontrait qu'il y a beaucoup d'argent dans les FNB passifs qui envoient des sous vers des compagnies, en fait, qui accordent la valeur à des compagnies alors que c'est la même, c'est juste qu'elle est rentrée sur un indice. Ce qui peut déséquilibrer, selon eux, l'efficacité du marché. Avant-dernier point qu'ils ont discuté, c'est l'évolution des marchés puis les risques systémiques. Donc, ils disaient que la participation des ménages là, au marché boursier a vraiment augmenté au fil du temps. Donc, en 1929, il y a juste 10% des familles américaines qui détenaient des actions, contre 62% aujourd'hui. Donc, cette dépendance-là croissante de l'épargne retraite vers les marchés boursiers soulève certaines questions selon les animateurs par rapport à la résilience là, du système en cas de crise majeure. Donc, qu'est-ce qui serait arrivé si en 1929, il y aurait eu 62% des familles qui étaient investies en actions? Est-ce que la crise aurait été pire? On ne le saura jamais. Ils disent aussi que les politiques publiques là, s'appuient de plus en plus sur la santé des marchés pour juger la situation économique, ce qui peut biaiser certaines décisions gouvernementales et monétaires. Par exemple, la Réserve fédérale a plusieurs fois ajusté sa politique monétaire en fonction de l'évolution du marché boursier, notamment en 2018 lorsqu'elle a interrompu ses hausses de taux après une chute brutale du SP500. Donc, le marché boursier peut parfois influencer la situation économique d'un pays. Et le dernier point qu'on discutait, c'est la question de la durée des effets de l'argent qui est dirigé vers les FNB passifs. Donc, ils disent que cet argent-là qui est dirigé vers les FNB passifs va avoir un impact sur la valorisation des marchés et ça peut être temporaire. Donc, cet effet-là peut être très court.
Cependant, si les effets de l'argent qui est dirigé vers les FNB persistent pendant plusieurs années, bien, ça risque d'amplifier les distorsions qu'on parlait tantôt là, et de provoquer des déséquilibres importants entre des actions qui ont une valeur, en fait, qui sont survalorisées par rapport à leurs fondamentaux. Donc, si c'est à court terme, ils disent que c'est pas si grave, mais si ce déséquilibre-là perdure à long terme, c'est là que ça peut entraîner des problèmes sur le marché, puis que ça peut entraîner justement des chutes boursières. Là. On revient un petit peu au point de tantôt, mais il mentionnait dans ce point de discussion-là que justement, ça fait en sorte que les gestionnaires actifs ont moins d'impact sur l'efficacité du marché parce que, exemple, on va dire que tel titre est surévalué de 20%, mais c'est pas les gestionnaires actifs n'ont plus assez une grosse part du gâteau pour avoir un impact sur le rééquilibrage des titres selon les fondamentaux. Donc, ça peut affaiblir là, l'ajustement naturel du marché. En conclusion, les amateurs disaient qu'on assistait à une transformation profonde des marchés financiers. Faut se rappeler que l'épisode a été publié en 2024, puis il parlait du passé. Là, donc, moi, je synthétise leurs propos. Donc, peut-être que depuis 2024, ça l'a changé. Mais ce qu'il disait, c'est que justement, l'argent passif qui rentre dans les FNB indiciels joue un rôle, là, c'est incontournable, là, de plus en plus dominant sur le marché. Donc, les FNB prennent de plus en plus de place à chaque année qui passe. Cette évolution-là, cette prise d'espace-là des FNB soulève des interrogations là, quand même majeures selon les animateurs sur la stabilité du marché boursier, sur la validité des valorisations des titres et sur la capacité du marché à corriger ces déséquilibres-là entre la valorisation en bourse et les fondamentaux des entreprises qui sont sur les principaux indices. Ils disent que c'est loin d'être un simple phénomène là, qui est transitoire. L'essor de l'investissement passif va modifier en profondeur les mécanismes qui étaient traditionnels de régulation des marchés. Donc, qu'est-ce que je retiens de cet épisode-là, qui était quand même assez théorique? C'est que la clé, c'est pas nécessairement de modifier tout de suite l'allocation d'actifs vers les FNB indiciels, mais surtout de comprendre les risques et les dynamiques sous-jacents plutôt aux FNB indiciels. C'est crucial là, de rester informé et de participer, en fait, juste de rester informé, de comprendre comment se régule le marché boursier, c'est quoi les politiques économiques qui peuvent les influencer, pour tenter, en fait, mon message, c'est rester éduqué financièrement, diversifier votre stratégie d'investissement, mais savoir, comme on avait vu dans le dernier épisode, qu'on avait parlé que le FNB indiciel était peut-être dangereux. Le message de la fin, là, c'est vraiment, oui, les FNB indiciels semblent être des acteurs qui déséquilibrent le marché boursier, donc qui accordent peut-être des valeurs plus grandes à certains titres, ce qui va peut-être causer, en fait, on tire l'élastique, on survalorise certains titres qui ne méritent pas, et ces titres-là, lorsqu'il va y avoir une baisse des marchés, bien, ça peut faire en sorte que le marché descend encore beaucoup plus parce qu'ils vont tomber de haut. Mais ce qu'on a vu la dernière fois, et ce qui semble répéter ici à travers des propos un peu plus cachés, c'est qu'on n'a pas de meilleure solution encore pour l'instant parce que les FNB passifs battent les FNB actifs. Donc, est-ce que je viens de dire, hey, pour protéger le marché boursier, moi, dans mon sous-sol, je vais arrêter d'aller dans les FNB indiciels puis je vais investir de façon active, même si pendant 30 ans, 20 ans, 40 ans, on ne le sait pas, je vais sous-performer le marché. Alors que ça va peut-être rien changer de ce que je fais chez nous. Donc non, on se rend compte que finalement, même si les FNB passifs, les FNB indiciels plutôt, ne sont pas parfaits, ça demeure encore le meilleur moyen d'investir de façon simple et efficace surtout sur les marchés boursiers. La semaine prochaine, je reviens à la synthèse d'un livre, mais cette fois-ci du troisième documentaire plutôt d'Antoine Denis qui s'appelle Liberté, un dessein à l'indépendance financière. Et ce jeudi, je vous présente les 15 dernières actions qui n'ont pas passé l'étape 1 de mon outil en mars 2025. Donc, par la suite, on tombe à mes analyses de septembre. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.